La nouvelle campagne. Anton Tchekhov. À 3 verstes d'Obroutchanovo, on avait construit un énorme pont métallique. Du hameau haut perché sur la berge, on voyait sa carcasse grillée. Par temps de brouillard et dans les journées calmes d'hiver, quand sa légère charpente de fer et ses échafaudages étaient couverts de givre, le pont offrait une silhouette pittoresque et même fantastique. Parfois l'ingénieur Koutcherov, constructeur du pont, passait dans le hameau en araignée ou en voiture. C'était un homme gros, large d'épaules, barbu, coiffé d'une casquette molle et froissée. Parfois, au jour de fête, les cheminots qui travaillaient au pont venaient au hameau. Ils mendiaient, narguaient les femmes, et d'aventure ils volaient quelque chose. Mais cela n'arrivait que rarement. Les jours passaient d'ordinaire, paisibles, calmes, comme s'il n'y avait pas de construction. Le soir seulement, quand luisaient les brasiers près du pont, le vent apportait les chants lointains des cheminots. Le jour, on entendait parfois le lugubre bruit du métal battu. Ton, ton, ton. Un jour, Madame Koutcherov vint voir son mari. Les berges de la rivière, la magnifique vue sur la vallée verte, avec ses petits villages, ses églises, ses troupeaux, lui plurent. Elle pria l'ingénieur d'acheter un bout de terre et d'y construire une maison de campagne. L'ingénieur y consentit. On acheta 20 arpents de terrain, et sur la berge, où paissaient auparavant les vaches d'Obroutchanovo, on bâtit une belle maison, à 2 étages, avec une terrasse, des balcons, une tour et un mât, sur lequel, les dimanches, on hissait un drapeau. La maison fut construite presque en 3 mois, et tout l'hiver on planta de grands arbres. Quand vint le printemps, et que tout reverdit alentour, il y avait déjà des allées dans la nouvelle propriété. Un jardinier et 2 ouvriers en tablier blanc bêchaient autour de la maison. Un petit jet d'eau s'élançait et une étincelante boule miroitait si fort que cela faisait mal de la regarder. La propriété portait déjà un nom, la nouvelle campagne. En une claire et douce matinée de la fin de mai, on amena de la nouvelle campagne, à Rodion Petrov, le forgeron d'Obroutchanovo, 2 chevaux affairés. Ils étaient blancs comme neige, de belle allure, le poil luisant, et ils se ressemblaient étonnamment l'un l'autre. « Ce sont de vrais cygnes, » dit Rodion, les regardant avec adoration. Sa femme Stepanida, ses enfants et ses petits-enfants sortirent dans la rue pour les voir. Peu à peu, une foule s'amassa. Les Litchkov, père et fils, s'approchèrent, nu-tête, imberbes de nature et la figure bouffie. Kozov, un grand vieux maigre, à longue barbe étroite, un bâton accroché à la main, s'approcha aussi. Il clignait sans cesse ses yeux malins et souriait narquoisement d'un air entendu. « Ils sont blancs, dit-il, et puis après, donnez de l'avoine aux miens, ils seront aussi gras. Mettez un peu cela à la charrue avec le fouet derrière. » Le cocher le regarda avec dédain, sans dire un mot. Puis, tandis qu'à la forge on allumait le feu, il se mit à causer en fumant des cigarettes. Les moudjiks apprirent de lui beaucoup de choses. Ses maîtres étaient riches. Avant son mariage, la dame Elena Ivanovna vivait pauvrement à Moscou, où elle était gouvernante. Bonne et compatissante, elle aimait à assister les malheureux. Dans le nouveau bien, on ne labourerait ni ne sèmerait. On n'y vivrait qu'à son plaisir et pour respirer le bon air. Quand le cocher emmena les chevaux, une foule de gamins le suivit. Les chiens aboyaient et Kozov, regardant les chevaux, clignait moqueusement ses paupières. « En voilà des propriétaires, dit-il. Ils ont bâti une maison, ils ont acheté des chevaux blancs et ils n'ont probablement rien à se mettre sous la dent. En voilà des propriétaires. » Kozov se mit soudain à haïr le nouveau domaine, les chevaux blancs, le beau cocher gras. Kozov vivait seul, pauvrement. Il était veuf. La maladie, qu'il appelait tantôt hernie, tantôt les vers, l'empêchait de travailler. Il recevait de son fils, employé dans une confiserie à Kharkov, l'argent de sa nourriture, et du matin au soir, il flânait sur la berge ou dans le village, sans rien faire. S'il voyait un moudjik traîner un tronc d'arbre ou pêcher, il disait « Ce tronc est sec, il tombera en poussière » ou « Ça ne mordra pas par un temps pareil ». En temps de sécheresse, il prédisait qu'il n'y aurait pas de pluie jusqu'au gelé. En temps de pluie, il disait que tout pourrirait dans les champs, que tout était perdu. Et toujours, il clignait ses yeux d'un air entendu. À la nouvelle campagne, on brûlait le soir des feux de Bengale, on tirait des fusées. Un canot à voile passait devant Obroutchanovo avec de petites lanternes rouges.
Un beau matin, la femme de l'ingénieur, Elena Ivanovna, vint avec sa fillette au village. Dans une voiture aux roues jaunes, attelée de 2 poneys bais foncés, la mère et la fille avaient des chapeaux de paille à large bord, rabattus sur les oreilles. C'était le temps où l'on épandait le fumier. Rodion, le forgeron, vieux, grand et maigre, nu-tête, pieds nus, la fourche sur l'épaule, se tenait auprès de sa charrette sale et déjetée, et regardait les poneys avec stupeur. On voyait à sa figure qu'il n'avait jamais vu de sa vie des chevaux si petits. « La Koutchérika est arrivée !» murmurait-on alentour. « Regardez la Koutchérika !» Elena Ivanovna regardait les isbas, comme si elle les choisissait, et elle arrêta les chevaux devant la plus pauvre, celle où il y avait aux fenêtres tant de têtes d'enfants, blondes, brunes et rousses. Stepanida, la femme de Rodion, grosse et vieille, sortit précipitamment de l'isba. Son mouchoir avait glissé de sa tête grise, elle regardait la voiture face au soleil. Sa figure se plissait, et elle souriait comme si elle était aveugle. « Voici pour tes enfants, » dit Elena Ivanovna, et elle lui remit 3 roubles. Stepanida se mit à pleurer soudain, et s'inclina jusqu'à terre. Rodion se courba aussi, montrant sa large calvitie et la couleur cannelle de ses cheveux, et il manqua, en se courbant, d'atteindre avec sa fourche sa femme au côté. Elena Ivanovna fut gênée, et partit. 2. Les Litchkov, père et fils, saisirent dans leur prairie 2 chevaux de trait de la nouvelle campagne, un poney et un petit taureau d'Argovie à gros mufles, et avec Volotka le roux, fils du forgeron Rodion, les emmenèrent au village. Ils firent venir l'ancien du village, prirent des témoins, et on alla constater le dégât. « Parfait, marche !»« Que ce soit, » disait Kozov en clignant des yeux. « Marche, que les ingénieurs maintenant se retournent. Tu penses qu'il n'y a pas de justice ? Parfait, il faut envoyer chercher le garde, dresser un procès-verbal. »« Dresser un procès-verbal » répéta Volotka. « Je ne veux pas laisser passer cela » cria Litchkov fils. Il criait de plus en plus fort, et sa figure glabre semblait se gonfler toujours davantage. « Quelle mode ont-ils prise ? Laisse-leur la liberté. Ils gâteront tous les prés. Vous n'avez aucun droit de léser le peuple. Il n'y a plus de serfs à présent. »« Plus de serfs à présent, » répéta Volotka. « Nous vivions sans pont, dit Litchkov père, sombrement. Nous n'en demandions pas. Qu'avons-nous besoin d'un pont? Nous n'en voulons pas. Frères chrétiens, on ne peut pas laisser passer cela. Parfait, marche, dit Kozov, clignant des yeux. Qu'ils se retournent maintenant. En voilà des propriétaires. On revint au village, et en chemin, Litchkov fils se bourrait la poitrine de ses poings, et criait. Volotka criait aussi, en répétant les mots de l'autre. Dans le village, entre-temps, une foule s'était amassée devant le petit taureau de race et devant les chevaux. Le taurillon, confus, regardait en dessous. Mais tout à coup, il baissa la tête vers la terre et s'enfuit, lançant des ruades. Kozov prit peur, le menaça de son bâton et tous rirent. Ensuite, on enferma la bête dans une étable et on attendit. Le soir, l'ingénieur envoya 5 roubles pour les dégâts. Les 2 chevaux, le poney et le taureau, ayant faim, ayant soif, revinrent à la maison, tête basse, comme des coupables que l'on mènerait au supplice. Munis des 5 roubles, Litchkov père et fils, l'ancien du village, et Volotka passèrent la rivière en canot, et s'enfurent au village de Kriakovo, où il y avait un cabaret. Ils s'y amusèrent longtemps. On les entendait chanter, et Litchkov le jeune criait. Au hameau, les femmes inquiètes ne dormirent pas de la nuit. Rodion aussi ne dormit pas. « Mauvaise affaire, disait-il, se tournant d'un côté sur l'autre et soupirant. Le barine se fâchera. Ça fera un procès. On a offensé le barine. On l'a offensé. C'est mauvais. » Une autre fois, les moudjiks et Rodion avec eux, revenant de partager l'herbe à faucher dans le pré communal, rencontrèrent l'ingénieur. Il avait une chemise de fantaisie rouge et de grandes bottes. Un lévrier le suivait, tirant la langue. « Bonjour les frères, dit-il. » Les moudjiks s'arrêtèrent et enlevèrent leurs casquettes. « Frères, leur dit-il, je veux vous parler depuis longtemps déjà. Voici ce dont il s'agit. Tous les jours, depuis le commencement du printemps, vos troupeaux sont dans mon jardin et mes bois. Tout est piétiné. Les cochons ont retourné la prairie. Ils abîment le potager, et toutes les jeunes pousses de bois sont perdues. Il n'y a rien à faire avec vos bergers. On leur parle poliment, et ils répondent des grossièretés. Chaque jour, c'est un dégât. Et je ne dis rien, je ne vous fais pas donner d'amende, je ne me plains pas.
tandis que vous avez saisi mes chevaux, mon taureau, et m'avez pris 5 roubles. Est-ce bien? Est-ce agir en voisin? Et sa voix était douce, persuasive, son regard pas méchant. Il continua. Les honnêtes gens agissent-ils ainsi? Il y a une semaine, quelqu'un d'entre vous a coupé dans mon bois 2 petits chênes. Vous avez éventré par un fossé le chemin d'Eresnovo. Et maintenant, j'ai à faire un détour de 3 verstes. Pourquoi me créez-vous des ennuis à chaque pas? Ma femme et moi, nous tâchons de toutes nos forces de vivre avec vous en paix et en concorde. Nous aidons les paysans tant que nous pouvons. Ma femme est bonne, a du cœur, elle ne refuse pas de venir en aide. Son rêve est d'être utile à vous et à vos enfants. Mais vous rendez le mal pour le bien. Vous êtes injuste, frère. Pensez-y. Je vous en prie instamment, faites-le. Nous vous traitons humainement. Payez-nous de la même monnaie. Il se retourna et s'en alla. Les moudjiks attendirent un peu, remirent leurs casquettes et partirent eux aussi. Rodion, qui comprenait à sa façon ce qu'on disait, mais toujours de travers, soupira et dit « Il faut payer. Payez, frère, a-t-il dit, en monnaie. » On revint en silence au hameau. Rentré chez lui, Rodion fit sa prière, se déchaussa et s'assit sur un banc à côté de sa femme. Stepanida et lui, quand ils étaient à la maison, étaient toujours assis l'un près de l'autre. Dans la rue, ils marchaient de même l'un près de l'autre. Ils mangeaient, buvaient et dormaient ensemble. Plus ils devenaient vieux, plus ils s'aimaient. Dans leur isba, ils étaient à l'étroit. Il y faisait chaud et il y avait des enfants partout, par terre, aux fenêtres, sur le four. Malgré son âge avancé, Stepanida accouchait encore. Et en regardant ce tas d'enfants, il était difficile de savoir quels étaient ceux de Rodion et ceux de Volotka. La femme de Volotka, laide, les yeux à fleur de tête, avec un nez d'oiseau, préparait de la pâte dans un baril. Volotka était assis sur le four, les jambes ballantes. Sur la route, près du sarrasin de Nikitovo, on a rencontré l'ingénieur avec un petit chien, commença Rodion après s'être reposé, se grattant les côtes et les coudes. « Il faut payer, dit-il, avec de la monnaie. Pas tant de monnaie, parbleu, mais un grievnik par maison. Nous faisons trop de misère aux barines, ça me fait pitié. » Nous vivions sans pont, dit Volotka, sans regarder personne, et nous n'en voulons pas. Qu'as-tu à dire? Le pont est à l'État. Nous n'en voulons pas. On ne te demandera pas si tu le veux. Que vas-tu chercher? On ne te le demandera pas, dit Volotka, singeant son père. Nous n'avons à aller nulle part. Qu'avons-nous besoin d'un pont? Au besoin, nous avons la barque. Quelqu'un frappa si fort à la fenêtre qu'il sembla que tout l'isba tremblait. Volotka est-il là? demanda la voix de Litchkov fils. Volotka, sors et viens. Volotka sauta à bas du four et se mit à chercher sa casquette. N'y va pas, Volotka, dit Rodion hésitant. Ne va pas avec eux, mon fils. Tu es bête comme un petit enfant. Ils ne t'apprendront rien de bien. N'y va pas. N'y va pas, mon fils, cria Stepanida, clignant des yeux et prêt à pleurer. Ils veulent sans doute t'emmener au cabaret. Au cabaret, fit Volotka l'imitant. Tu reviendras saoul encore. Hérode, fils de chien, dit Loukéria le regardant avec colère. Va et puisse l'eau de vie te brûler, Satan sans queue. Toi, tais-toi, cria Volotka. On m'a marié avec un imbécile, on m'a perdu, pauvre orpheline que j'étais, vociféra Loukéria, s'essuyant la figure avec sa main qui était pleine de pâte. Puissent mes yeux ne plus voir ce soulard roux. Volotka lui asséna un coup sur l'oreille et partit. 3. Ce jour-là, la femme de l'ingénieur et sa fillette étaient venues à pied au hameau, en se promenant. C'était un dimanche, et les femmes et les filles faisaient un tour dans la rue avec leurs robes aux couleurs vives. Assis côte à côte, Rodion et Stepanida, sur l'avancée de leur isba, saluèrent Elena Ivanovna et sa fille comme de vieilles connaissances, et leur sourirent. Aux fenêtres, plus d'une dizaine de têtes d'enfants regardaient. Leurs figures dénotaient l'étonnement et la curiosité. On entendait murmurer. « La Koutcherika est venue, la Koutcherika !»« Bonjour, dit Elena Ivanovna en s'arrêtant. Après un silence, elle demanda. « Comment allez-vous »« Comme ci, comme ça. Dieu merci, répondit Rodion prestement. C'est connu, on vit. Et voilà. Qu'est-ce que notre vie? Dit Stepanida en souriant. Vous le voyez vous-même, Barinia, ma colombe, c'est la pauvreté. Toute la famille compte 14 personnes, et il n'y a que 2 travailleurs. Ils ne sont forgerons que de nom, et quand on amène un cheval à ferrer, il n'y a pas de charbon, ni de quoi en acheter. Nous sommes à bout de force, Barinia, continua-t-elle en riant. Oh, comme nous le sommes. Elena Ivanovna s'assit sur l'appentis de la porte, et étreignant sa fillette, elle pensait à on ne sait quoi. Et dans la tête aussi de la petite passaient on ne sait quelles idées tristes. Songeuse, elle jouait avec l'élégante ombrelle qu'elle avait prise à sa mère.
La misère, dit Rodion. Beaucoup de soucis. Nous travaillons, mais on n'en voit pas la fin. Voilà que Dieu ne donne pas de pluie. Nous ne vivons pas bien, il faut le dire. Votre vie est pénible, dit Elena Ivanovna, mais dans l'autre monde, vous serez heureux. Rodion ne la comprit pas et toussa dans son poing pour toute réponse. Mais Stepanina dit « Barinia, ma colombe, le riche aussi sera à l'aise dans l'autre monde. Le riche fait brûler des cierges et fait dire des prières. Le riche donne aux pauvres. Et le paysan, que peut-il faire? Il n'a même pas le temps de se signer. Il est pauvre lui-même. Pauvre, comment songer à faire son salut? Et beaucoup de péchés viennent de la misère. De chagrin, nous aboyons l'un contre l'autre comme des chiens. Nous disons de mauvaises paroles, et que ne se passe-t-il pas, Barinia, ma colombe? À Dieu ne plaise, il n'y a sans doute de bonheur pour nous, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Tout le bonheur est tombé aux riches. Elle parlait gaiement, s'étant sans doute accoutumée depuis longtemps à parler de sa vie dure. Et Rodion souriait aussi. Il lui était agréable de voir comment sa vieille parlait bien et aimait à parler. Ce n'est qu'en apparence que pour les riches. Tout est bien, dit Elena Ivanovna. Chacun ses peines. Tenez, nous par exemple, mon mari et moi, nous vivons bien. Nous avons de la fortune. Mais sommes-nous heureux? Je suis encore jeune et j'ai déjà 4 enfants qui sont toujours malades. Moi aussi je suis malade. Je ne fais que prendre des remèdes. Quelle maladie as-tu? Demanda Rodion. Une maladie de femme. Je ne dors pas. Les maux de tête ne me laissent pas de repos. Tiens, je suis assise, je vous parle et j'ai mal de tête, une faiblesse dans tout le corps. J'aimerais mieux le plus rude labeur que cet état-là. Et mon âme aussi est inquiète. Je crains toujours pour mes enfants, pour mon mari. Chaque famille a ses peines. Nous en avons aussi. Je ne suis pas noble, mon grand-père était un simple paysan. Mon père était commerçant à Moscou, et lui aussi était un homme simple. Mais les parents de mon mari sont des gens connus et riches. Ils ne voulaient pas que mon mari se marie avec moi. Mon mari ne les a pas écoutés et s'est brouillé avec eux, et ils ne nous ont pas encore pardonné. Cela inquiète mon mari, l'agite, le tient en constant émoi. Il aime sa mère, il l'aime beaucoup, et moi aussi je m'inquiète. Mon âme souffre. Près de l'isba de Rodion se tenaient déjà des moudjiks et des femmes qui écoutaient. Kozov s'approcha aussi et s'arrêta en secouant sa barbiche longue et étroite. Les Litchkov, le père et le fils, s'approchèrent. Il faut le dire aussi, poursuivit Elena Ivanovna. On ne peut pas être heureux quand on ne se sent pas à sa place. Chacun de nous a sa voie. Chacun travaille et sait pourquoi il le fait. Mon mari construit des ponts. Bref, chacun a sa place. Mais moi, je ne fais qu'aller et venir. Je ne travaille pas. Je me sens étrangère. Je vous dis tout cela pour que vous ne nous jugiez pas sur l'extérieur. Que quelqu'un soit habillé richement et ait de la fortune, ça ne prouve pas qu'il soit satisfait de sa vie. Elle se leva pour s'en aller et prit sa fillette par la main. « Je me plais beaucoup ici, chez vous, » dit-elle en souriant. Et à ce faible et timide sourire, on pouvait juger à quel point elle était malade. Et comme elle était encore jeune et belle, elle avait la figure pâle et allongée, des sourcils bruns et des cheveux blonds. La petite fille était comme sa mère, maigre, blonde, frêle. Elle sentait les parfums. « La rivière, les bois, le village me plaisent, » reprit Elena Ivanovna. « J'aurais passé toute ma vie ici avec plaisir. Je veux ardemment vous assister, vous être utile, être proche de vous. Je connais votre pauvreté. Et ce que je ne sais pas, je le sens, je le devine par le cœur. Je suis malade, faible, et ne peux peut-être pas changer ma vie comme je le voudrais. Mais j'ai des enfants. Je tâcherai de les élever de façon à ce qu'ils s'habituent à vous et qu'ils vous aiment. Je leur ferai sans cesse comprendre que leur vie ne leur appartient pas à eux-mêmes, mais vous appartient à vous. Seulement, je vous en prie avec instance, je vous en supplie, ayez confiance en nous, vivez avec nous en amis. Mon mari est un homme bon, un brave homme, ne le tourmentez pas, ne l'irritez pas. Hier, par exemple, votre troupeau était dans notre potager, et quelqu'un a brisé le claillonnage près des ruches. Une pareille conduite envers nous met mon mari au désespoir. Je vous en prie, reprit-elle d'une voix suppliante en joignant les mains sur sa poitrine. Je vous en prie, soyez avec nous de bons voisins, vivons en paix. On dit qu'une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne dispute, et qu'il vaut mieux trouver un bon voisin qu'une propriété. Je le répète, mon mari est un homme bon, un brave homme. Si tout marche bien, je vous promets que nous ferons tout ce qui dépendra de nous. Nous réparerons les routes, nous construirons une école pour vos enfants. Je vous le promets. De cela, bien sûr, nous vous remercions humblement, Barinia, dit Litchkov père, baissant les yeux. Vous êtes instruite, vous connaissez ça mieux que nous. Mais voilà, à Eresnebo, un moudjik riche, Voronov, avait promis lui aussi de construire une école.
Il disait aussi « je vous ferai ci, je vous ferai ça », et il n'a fait que poser la cage de la charpente, et c'est dédit. On a obligé ensuite les moudjiks à faire le toit et à finir l'école. 1000 roubles y sont passés. Pour Voronov, ce n'était rien. Il ne s'en lisse pas moins la barbe. Mais pour les moudjiks, ça leur a fait un tort. C'était un corbeau, et maintenant c'est un freux qui est arrivé, dit Kozov en clignant les paupières. On entendit rire. Nous n'avons pas besoin d'école, dit Volotka sombrement. Nos enfants vont à Petrovskoe, et que ça reste ainsi. Nous n'en voulons pas. Elena Ivanovna perdit tout à coup courage. Elle pâlit, se rida, se recroquevilla, comme si on l'avait touchée avec quelque chose de grossier, et elle partit sans dire un seul mot. Elle marchait toujours plus vite et plus vite, sans se retourner. « Barigna !» lui dit Rodion, la suivant. « Barigna, écoute un peu ce que je vais te dire. » Il la suivait sans casquette, et parlait doucement comme s'il demandait l'aumône. « Barigna, attends, je vais te dire. » Ils sortirent du village et Elena Ivanovna s'arrêta à l'ombre d'un vieux sorbier, près d'un chariot. « Ne t'offense pas, Barigna, » lui dit Rodion. « À quoi bon? Prends patience. Prends patience 2 ans. Tu vivras ici, tu patienteras et tout s'arrangera. Les gens chez nous sont bons, tranquilles, c'est du monde pas mauvais. Je te le dis comme devant le vrai Dieu. Ne fais pas attention à Kozov ni au Litchkov, et ne fais pas attention à Volotka. C'est un imbécile. Il répète tout ce qu'ont dit les autres. Le reste des gens travaille et se tait. L'un serait content, sais-tu, de parler d'après sa conscience, mais il ne peut pas. Il a une âme, il a une conscience, mais il n'a pas de langue. Ne t'offense pas, prends patience, à quoi bon? Elena Ivanovna regardait la large rivière tranquille, en pensant à quelque chose, et les larmes coulaient sur ses joues, et ces larmes touchaient Rodion. Il pleurait presque. « Ne fais pas attention, murmura-t-il. Patiente 2 ans. On pourra faire l'école et les chemins, mais pas tout d'un coup. Veux-tu, prenons un exemple. Semons du blé sur ce monticule. Débarrasse-le d'abord des racines. Enlève toutes les pierres. Ensuite, laboure et laisse faire. Avance, avance. Et avec les gens aussi, c'est pareil. Laisse passer jusqu'à ce que tu en viennes à bout. » Un groupe se détacha de l'isba de Rodion et vint vers le sorbier. On se mit à chanter des chansons et à jouer de l'accordéon. Et les gens s'approchaient toujours plus près et plus près. « Maman, partons d'ici, dit la fillette pâle, se serrant près de sa mère et tremblant de tout le corps. Partons, maman. Où partir? À Moscou. Partons, maman. La fillette se mit à pleurer. Rodion se troubla tout à fait et sa figure se couvrit de sueur. Il tira de sa poche un concombre petit, tordu comme un croissant, plein de taches rouillées, et il le fourra dans la main de la petite. « Allons, allons, murmura-t-il, faisant une mine sévère. Prends-moi ce concombre et mange-le. Ça ne vaut rien de pleurer. Ta maman te battra. À la maison, elle se plaindra à ton papa. Allons, allons. » La mère et la fillette s'éloignèrent, et Rodion marchait toujours derrière elles, voulant leur dire quelque chose de tendre et de convaincant. Voyant qu'elles étaient toutes deux occupées de leurs pensées et de leurs chagrins, et qu'elles ne le remarquaient pas, il s'arrêta, et abritant ses yeux du soleil, il les regarda longtemps, jusqu'à ce qu'elles eussent disparu dans leur bois. 4. L'ingénieur devint apparemment nerveux, vétilleux. Il voyait dans la moindre bagatelle un vol ou un attentat. Le portail de la nouvelle campagne restait fermé même le jour. La nuit, il y avait dans le jardin 2 veilleurs qui frappaient sur une planche. On ne prenait plus en journée personne de Bruchanovo. Comme un fait exprès, quelqu'un, un moudjik ou un cheminot, on ne le sut pas, enleva les roues neuves de la charrette et les remplaça par des vieilles. Un peu plus tard, on emporta 2 morts et des tenailles, et même dans le village, on se mit à murmurer. On commença à dire qu'il faudrait faire une perquisition chez les Litchkov et chez Volotka. Les tenailles et les morts se retrouvèrent alors dans le jardin de l'ingénieur, près du mur. Quelqu'un les y avait jetés. Une fois, comme les villageois revenaient en bande du bois, ils rencontrèrent encore l'ingénieur sur la route. Il s'arrêta et sans dire bonjour, regardant tantôt l'un, tantôt l'autre, d'un air fâché, il commença. « J'avais prié de ne pas ramasser les champignons dans le parc et à côté de la cour, de les laisser pour ma femme et mes enfants. Mais vos filles viennent au petit jour et il n'en reste pas un. Que l'on vous prie ou que l'on ne vous prie pas, c'est la même chose. Prière, caresse, persuasion, je le vois, tout est inutile. » Il arrêta son regard indigné sur Rodion et continua. « Ma femme et moi, nous nous adressions à vous comme à des hommes, comme à des égaux. Et vous, ah, qu'y a-t-il à dire? Cela finira probablement de telle sorte que nous vous mépriserons. Il n'y a plus rien à faire. » Et avec un effort sur lui-même, contenant sa colère pour ne pas dire encore quelque chose de trop, Koutcherov se détourna et continua son chemin.
Revenu à la maison, Rodion pria, se déchaussa et s'assit sur le banc à côté de sa femme. « Oui, tout à l'heure, commença-t-il après s'être reposé, nous rentrions et le barin nous a rencontrés. Oui, il a vu les filles à la pointe du jour. Pourquoi n'apporte-t-on pas de champignons à ma femme, dit-il, et à mes enfants? Puis il me regarde et dit, moi et ma femme, dit-il, nous te mépriserons. Je voulais me mettre à genoux devant lui, mais j'ai eu peur. Que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne la vie. Stepanida se signa et soupira. Ce sont des maîtres bons, simples, continua Rodion. Nous te mépriserons, a-t-il dit. Il l'a promis devant tous, sur mes vieux jours, être méprisé. Bah, ça c'est rien. J'aurais prié éternellement Dieu pour eux, que la reine du ciel leur donne. Le 14 septembre, jour de l'exaltation de la croix, était la fête paroissiale. Les Litchkov, père et fils, étaient encore partis, dès le matin, sur l'autre rive. Ils revinrent à l'heure du dîner, soûls. Ils rôdèrent longtemps dans le village, tantôt chantant, tantôt se disant des mots ignobles. Puis ils se battirent et allèrent se plaindre au barin. Litchkov, le père, un grand bâton de tremble dans les mains, entra le premier dans la cour. Il s'arrêta, hésitant, et ôta sa casquette. Juste à ce moment, l'ingénieur était assis sur la terrasse avec sa famille. Il prenait le thé. « Que te faut-il » cria l'ingénieur. « Votre noblesse, barine » commença Litchkov, et il se mit à pleurer. « Par la grâce de Dieu, défendez-moi. À cause de mon fils, je ne vis plus. Mon fils m'a ruiné. Il me bat. Votre noblesse. » Litchkov fils entra, lui aussi sans casquette, et lui aussi avec un bâton. Il s'arrêta et regarda la terrasse avec un regard d'ivrogne, sans penser. « Ce n'est pas à moi de vous juger, dit l'ingénieur. Allez chez le chef territorial ou chez le commissaire rural. »« J'ai été partout, dit Litchkov en sanglotant. Où aller maintenant? C'est donc que maintenant il peut me tuer? C'est donc qu'il peut tout? C'est comme ça qu'il est pour son père? Pour son père ?» Il leva son bâton et en frappa son fils à la tête. Le fils leva son bâton et frappa son père sur son crâne chauve, si fort que le bâton sursauta. Litchkov père ne chancela même pas et frappa de nouveau son fils, et de nouveau à la tête. Ils étaient debout et se frappaient tous deux à la tête. Cela ressemblait plus à un jeu qu'à une rixe. Derrière la grille se pressaient des moudjiks et des femmes, qui regardaient silencieusement dans la cour. Tous avaient des figures sérieuses. Ces moudjiks étaient venus à la nouvelle campagne souhaiter la fête. Mais voyant les Litchkov, ils se concertèrent et n'entrèrent pas dans la cour. Le lendemain matin, Elena Ivanovna partit avec ses enfants pour Moscou. Le bruit courut que l'ingénieur vendait sa propriété. 5. On s'était depuis longtemps habitué au pont, et même il était difficile maintenant de se représenter la rivière sans un pont à cet endroit-là. Des tas de débris restés de la construction étaient couverts d'herbe depuis longtemps. On avait oublié les cheminots, et au lieu de leur mélopée de travail, on entendait à présent presque à toute heure le bruit d'un train qui passait. La nouvelle campagne est depuis longtemps vendue. Elle appartient à présent à un fonctionnaire qui y vient les jours de fête avec sa famille. Il y prend le thé sur la terrasse et s'en retourne en ville. Il a une casquette à cocarde, parle et tousse comme un fonctionnaire important, bien qu'il n'ait que le rang de secrétaire de collège. Quand les moudjiks le saluent, il ne répond pas. À Obroutchanovo, tout le monde a vieilli. Kozov est déjà mort. Chez Rodion, il y a plus d'enfants qu'avant. Volodka laisse croître une longue barbe rousse. On vit misérablement, comme naguère. Dès le commencement du printemps, les gens d'Obroutchanovo vont scier du bois près de la gare. Les voilà qui rentrent à la maison après le travail. Ils marchent sans se presser, l'un derrière l'autre. Les larges scies ploient sur leurs épaules et le soleil joue sur elles. Dans les buissons de la berge, les rossignols font des trilles. Au ciel, des alouettes chantent. Il n'y a personne à la nouvelle campagne, et seuls des pigeons dorés, dorés parce que le soleil les éclaire, volent au-dessus de la maison. Rodion, les deux Litchkov, Volodka, tous se souviennent des chevaux blancs, des petits poneys, des feux d'artifice, du canot avec des lanternes. Ils se rappellent comme la femme de l'ingénieur, belle, élégante, venait au village et comme elle parlait gentiment. Et tout cela est comme si ce n'avait pas été. Tout est comme un songe ou un conte. Les gens marchent pas à pas, fatigués, et ils pensent. Dans leur hameau, pensent-ils, le monde est bon, tranquille, intelligent et craint Dieu. Elena Ivanovna, elle aussi était tranquille, bonne, douce, malade, et elle faisait pitié à voir. Pourquoi donc n'ont-ils pas fait bon ménage et se sont-ils séparés comme des ennemis? Quelle était cette buée qui cachait aux yeux ce qui importe le plus, tandis qu'on ne voyait que les dégâts, les morts et les tenailles volées, et toutes ces autres bagatelles, qui semblent maintenant, quand on s'en souvient, de si pauvres niaiseries.
Pourquoi vit-on en paix avec le nouveau propriétaire et ne s'entendait-on pas avec l'ingénieur? Et ne sachant que répondre à ces questions, tous se taisent. Seul Volotka marmotte quelque chose. « Qu'as-tu » lui demande Rodion. « Nous vivions sans pont, » murmure Volotka sombrement, « et n'en demandions pas. Il ne nous en faut pas. » Personne ne lui répond, et on passe plus loin, en silence, la tête basse.